Donc on voit bien qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui. Ça vaut plus rien. La parole dans l'idée européen. La signature, la parole. La signature, la parole, ça vaut plus rien. Et pourquoi? Parce que le souveraineté est relative. Ils doivent tout le temps appeler Washington pour demander est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ci. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle relation, de ce retour en fait de la Russie en Afrique? Oui, vous avez dit que c'est un retour. Et il y a une chose importante à mon avis, il n'y a pas la gérance. Ouais. Il y a le respect à leur propre façon de vivre. On ne pense pas que ils ont besoin de leçons de qui que ce soit. Donc la Russie, pour eux, c'est un partenaire avec une longue histoire, mais aussi avec le respect. Aujourd'hui de recevoir le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï. Piotr Legovitch, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et je voudrais faire avec vous un bilan de l'année 2023. Et je voudrais savoir quels sont selon vous les grands événements et les grandes tendances de cette année. À mon avis, il y avait beaucoup d'événements, mais si on les regarde en rang, quoi. Donc, on voit que la façon d'organisation du monde entier a changé, que la globalisation touche à sa fin, que l'idée du monde unipolaire dirigé par des États-Unis et l'Occident, c'est fini. Et donc, on voit le développement du monde multipolaire avec le respect à des histoires, à des façons de vivre de différents pays comme Inde, Chine, des pays avec une population et avec la croissance économique énorme. Et donc tout ça, ça change et la place des États-Unis et la place de l'Union européenne dans le monde. Je crois que on entre dans l'époque quand personne ne peut donner des leçons à personne. Et ça vaut pas la peine. Donc ça veut dire qu'on sort de l'hégémonie américaine, mais qu'on ne va pas vers une autre hégémonie. Non, j'espère que, en tout cas, la concurrence des idées, la concurrence des démocraties, la concurrence des modes de vie, si vous voulez, différents, des civilisations différentes, et on le voit très clairement. Aujourd'hui, c'est pas les pays qui sont importants, c'est vraiment les civilisations qui sont importantes. Et donc, on voit qu'il y a la civilisation du Proche-Orient, des États-Unis, de l'Union européenne, de la Russie, de la Chine. Tout ça, c'est des sujets de cette paysage géopolitique très compliqué. Mais ça commence à s'instaurer d'une façon complètement différente de ce qu'il y avait les derniers 30 ans. Je voudrais m'attarder un petit peu maintenant sur le conflit en Ukraine. En janvier 2023, sur la chaîne française BFM TV, vous avez dit que si l'OTAN envoyait des chars, vous alliez les brûler. Vous vous souvenez? Ouais. Monsieur le colonel, on va les brûler. Donc, vous savez bien, d'ailleurs, de l'histoire, que les chars allemands ont été déjà brûlés sur le territoire de l'Ukraine. On va le faire encore une fois. Et alors, vous considérez que la mission a été accomplie? Et si oui, d'où vous venez cette certitude? Écoutez, on voit que la mission a été accomplie. J'ai dit ça tout au début de cette fameuse contre-offensive ukrainienne, dont beaucoup d'Européens ont espéré qu'on va écraser la Russie, on va, avec cette offensive, changer la situation en Ukraine. Finalement, à mon avis, c'est un désastre historique pour l'Europe. De mettre autant d'argent, autant d'armement en Ukraine sans avoir le résultat. L'offensive a échoué et donc on voit que les chars, non seulement les chars français mais aussi les chars américains, les chars britanniques, tout le matériel militaire que l'Europe a fourni aux Ukrainiens a été brûlé autour de la ligne du front, a été brûlé par les Russes. Donc vous aviez cette certitude et vous aviez aussi la certitude que la Russie allait gagner la guerre. Cette certitude-là, elle vous vient d'où? Parce que la Russie a raison dans cette guerre. La première chose, parce que notre histoire nous montre qu'à chaque fois que l'Europe collective a commencé une guerre contre la Russie, à l'époque de Napoléon ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Russie a terminé cette guerre soit à Paris, soit à Berlin. Donc à Kiev, c'est plus près.
Et on va le gagner, cette guerre. Et à mon avis, l'Europe est allée trop loin dans cette espèce de russophobie collective. Maintenant, il faut revenir petit à petit, mais ça prendra du temps. Donc, on a une décennie des relations froides entre l'Europe et la Russie en avenir. Et cette victoire, donc, que vous annoncez, vous pensez qu'elle pourrait avoir lieu en 2024 ? Je sais pas. La guerre, c'est compliqué. Moi, je suis pas un militaire, mais je sais que je vois en fait l'état de notre société ici en Russie. Les Russes, ils sont bizarres. Cette l'âme slave dont on parle beaucoup, Dostoïevski, Tolstoï, etc. Donc l'âme slave, il n'aime pas il n'aime pas la pression. Donc la pression qu'on a subie les derniers 30 ans avec toute cette rhétorique néocolonialiste européenne sur le droit de l'homme, sur les priorités de l'état de droit et tout ça. On voit aujourd'hui l'hypocrisie de l'Occident, vu les événements à Gaza, avec les bombardements israéliens. On voit qu'est-ce que ça vaut. Donc, heureusement que nous, on n'a pas cru à l'époque et on ne croit jamais à des choses qui, aujourd'hui, continuent à répéter les leaders européens. Ils voulaient gagner la guerre sur le champ de bataille. Borrell a dit clairement, il faut pas de négociation, il faut gagner la guerre sur le champ de bataille. Donc on verra bien où le champ de bataille va se terminer, à la frontière polonaise ou je sais pas quelque part. Et où sera la frontière polonaise? Où sera la frontière polonaise, effectivement. Mais je sais que c'est une faute fatale pour l'Union européenne. Et c'est une faute fatale pour l'Europe de joindre les États-Unis dans cette rhétorique anti-russe lors du conflit en Ukraine. L'OTAN est une organisation militaire qui a une fonction politique. Donc, est-ce que la défaite de l'OTAN, selon vous, pourrait avoir des conséquences politiques, notamment sur l'hégémon américain par rapport à l'Europe? Vous savez, au début, quand la Russie a encore appelé les États-Unis et l'OTAN en général à des négociations, il s'agissait de repousser les bases militaires de l'OTAN au niveau de 1991. Donc cet appel a été ignoré parce que les États-Unis et l'Union européenne, ils ont pensé que la Russie c'est un petit pays régional et donc il n'a aucune influence sur cette question. L'OTAN va s'élargir parce que les pays veulent la protection de l'OTAN. Pour nous, pour les Russes, qu'est-ce que cela veut dire? C'est très simple à expliquer à mon avis, mais personne ne veut le faire. Cela veut dire que s'il y a par exemple les missiles de l'OTAN sur le territoire ukrainien, on a 3-4 minutes du moment du lancement de missiles jusqu'à notre réponse. Si les missiles sont en Allemagne, on a 10 minutes. Donc pour nous, c'est une question de la sécurité nationale. C'est ce que en Occident, on n'a pas compris. Et on va assurer notre sécurité nationale, géopolitique, par tous les moyens qu'on a. Notamment aussi par les moyens militaires, mais aussi par les moyens diplomatiques. On va attendre que la situation se change. Le 2023, c'était aussi une année importante pour les BRICS. Alors prenons un peu de largeur, sortons du continent européen. Comment vous voyez cette évolution avec l'entrée au début 2024 de nouveaux membres? Mais regardez, après le début de la crise en Ukraine, les États-Unis et l'Union européenne, ils ont mis en but isoler la Russie. Aujourd'hui, 2/3 ou 3/4 de la population mondiale avec la Russie dans le BRICS. BRICS, c'est pas une alliance militaire, c'est une alliance économique. C'est une communauté économique pour des échanges surtout économiques, mais avec l'Inde, Chine, bientôt Argentine, Égypte. Donc il y a l'élargissement du BRICS et avec cet élargissement, on voit que 2/3 de la puissance mondiale en finance, en économie, commence en nouveau alliance, commence à travailler ensemble, même sans dollars, en utilisant les devises nationales. Alors, vous parlez de la Chine. Les détracteurs, donc notamment de la Russie, disent que l'alliance entre la Chine et la Russie est déséquilibrée dans la mesure où la Chine est beaucoup plus puissante industriellement. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
On est très différent avec les Chinois. Ils sont peut-être plus puissants industriellement, mais la Russie a sa propre histoire et sa propre brutalité, si vous voulez, sur la scène internationale. Donc les Chinois respectent ça. Nous, on respecte tous les nuances historiques, politiques et économiques de la Chine, mais cela dit, la Russie n'a jamais été et ne sera jamais un partenaire petit arrière la Chine. On a l'impression, quand on regarde la relation entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, il y a quelque chose de spécial entre ces deux chefs d'État. Mais ils sont de même génération et à mon avis, tous les deux, ils apprécient quand on tient la parole. Dans la politique internationale, c'est important. Contrairement à Macron, Scholz, des leaders britanniques qui se changent à la vitesse vraiment impressionnante, les leaders comme le leader russe, le leader chinois, ils savent que d'abord ils ont le temps devant eux et la deuxième chose, il tient la parole, donc il tient les accords. C'est ça ce qui est important aujourd'hui, c'est être sûr de ton partenaire, même si ce partenaire est un peu émotionnel et de temps en temps sort comme par exemple Monsieur Erdogan, le leader turc, mais l'essentiel dans les contacts personnels, c'est justement cette entente, cette chimie, comme on appelle, entre les leaders mondiaux. Vous faites allusion aux accords de Minsk qui n'ont pas été respectés par la France et l'Allemagne qui les parrainaient, quand vous dites que vous appréciez effectivement qu'un partenaire soit Mais ferme. en fait, la France et l'Allemagne, les leaders français, Hollande et Angela Merkel de l'Allemagne, ils ont reconnu aujourd'hui que les accords de Minsk, c'était le moyen de sauver l'Ukraine de la défaite militaire inévitable à Donbass et d'aider à l'Ukraine de un peu renforcer sa infrastructure militaire avec l'aide occidentale. Donc pour nous c'est une approche qui on peut pas apprécier vraiment quand on te ment dans les yeux. Et n'oublions pas aussi que les Français, comme les Polonais, comme les Allemands, ont été garants pour le président ukrainien Yanukovych au moment de Maïdan, au moment du coup d'État de 2014. Donc on voit bien qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui, la parole d'un leader européen. La signature, la parole. La signature, la parole, ça vaut plus rien. Et pourquoi? Parce que le souveraineté est relative. Ils doivent tout le temps appeler Washington pour demander est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ci. Donc malheureusement, on voit que aujourd'hui l'Union européenne, il me rappelle l'URSS dans des années 80. C'est vraiment un organisme très compliqué, mais qui est en train de partir dans tous les sens. Alors, avec la position d'Hongrie, oui, avec tous les discussions sur le 12e paquet de sanctions contre la Russie. Vous savez qu'aujourd'hui, contre nous, il y a 17 000 sanctions. Les Français, et donc dans le monde entier, on n'imagine pas l'ampleur de la pression qu'on fait sur l'économie russe et sur les Russes personnellement qui vivent en France ou qui vivent ailleurs. On bloque leurs comptes bancaires, on leur force de sortir avec le drapeau ukrainien, etc., etc. Donc toutes ces choses-là, ça c'est quelques espèces de épidémies. Et j'espère que tôt ou tard, on va guérir. Mais il faut constater que la souveraineté, la possibilité de prendre ses propres décisions n'est plus là. Donc qu'est-ce que vous attendez? Comment est-ce que Moscou pourrait de nouveau faire confiance à Paris et Berlin? Je sais pas, avec des nouveaux leaders, avec la fin du monde unipolaire. Avec la fin de dictat de Washington à Bruxelles, mais je vois pas si ça peut être le cas dans 10 ans qui viennent, quoi. Je vois encore qu'on quitte le continent européen et qu'on parle un peu de l'Afrique, parce qu'en plus vous êtes francophone, ce qui vous ouvre toute une partie de cette Afrique francophone. Un des événements de 2023, ça a été le succès du sommet Russe-Afrique. Le spécialiste français de l'Afrique, Bernard Lugan, est étonné par le côté chaleureux entre les chefs d'État, Vladimir Poutine avec Ibrahim Traoré, le président burkinabé, notamment, ça a frappé tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle relation, de ce retour en fait de la Russie en Afrique?
Oui, vous avez dit que c'est un retour. Les leaders africains et en général les peuples africains, ils ont encore le souvenir de l'aide de l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide, quand il y avait deux camps, quand il y avait socialistes, capitalistes, que l'URSS a construit énormément des hôpitaux, des écoles sur le continent, etc. Il y a le souvenir de ça. Et il y a une chose importante à mon avis, c'est que on leur exporte pas la rhétorique sur le droit de l'homme et la priorité de l'état de droit, mais par contre, on discute avec eux les sujets économiques plus simples. Il n'y a pas d'ingérence, en fait. Il n'y a pas l'ingérence. Ouais. Il y a le respect à leur propre façon de vivre. On ne pense pas que ils ont besoin de leçons de qui que ce soit. Donc la Russie, pour eux, c'est un partenaire avec une longue histoire, mais aussi avec le respect aujourd'hui qui peut ouvrir des choses qui intéressent les Africains. Par exemple, on a eu un sommet parlementaire aussi avec les parlementaires africains. Ils ont été très intéressés par tout ce qui est développement du numérique, de intellect artificiel, etc. Donc c'est intéressant aussi de travailler là-dessus. La Russie a énormément de choses à exporter, si vous voulez, dans les technologies. Je voudrais parler maintenant un peu de politique intérieure russe. Vous avez, en tant que Russie unie, une grande échéance l'année prochaine, c'est l'élection présidentielle. Comment est-ce que vous préparez à cette échéance? Mais comme tous les partis politiques, on soutient notre leader, Vladimir Poutine, et donc... Vous pensez qu'il sera candidat? Je pense qu'il sera candidat. Je vois que aujourd'hui il y a un soutien énorme de 75% environ dans l'opinion publique, et c'est les sondages, pas les sondages qu'on peut accuser inobjectivité, c'est des sondages aussi occidentaux qui donnent ce chiffre-là. Donc, comme tous les partis politiques, on se prépare. On aura le congrès, on aura des tâches à travailler avec nos électeurs, et donc c'est clair que si Vladimir Poutine sera candidat, il va gagner cette élection. Est-ce que on peut parler que si jamais Vladimir Poutine se présente, il sera sans doute réélu, ça risquerait même d'être un plébiscite. Est-ce qu'on peut parler que c'est une manière aussi pour la population russe de s'adapter à l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire d'apporter son soutien donc à son chef militaire en l'occurrence? Oui, tout à fait, parce que dans tous les moments difficiles de l'histoire, les gens qui sont peut-être, ils ont des différentes visions des choses dans leur vie, mais ils se regroupent autour de dirigeants de pays. Ça a été le cas dans toute l'histoire russe. Donc aujourd'hui, on vit une période compliquée, une période difficile de notre histoire, et j'en suis sûr et certain que ça serait le cas. Il y a une autre question que je voudrais vous poser, puisque aujourd'hui c'est d'actualité, c'est toutes les lois pour protéger la famille, pour développer la famille, avec en arrière-plan la démographie. Vous avez vous-même annoncé toute une série de lois qui allaient être prises. Vous voulez réduire le cadre légal de l'avortement, je vous cite. Est-ce que vous pouvez un peu rentrer dans le détail de ces lois qui vont être adoptées? Mais c'est très simple. On considère que aujourd'hui la Russie reste espèce de réservoir des valeurs traditionnelles. On a pessimisé le mouvement de LGBT. On a fait passer la loi qui, en fait, arrête la procédure du changement de sexe. Voilà. Et donc, on fait, si vous voulez, on prend aujourd'hui quelques mesures qui sont pas tragiques pour la société civile en Russie, mais qui vont donner le résultat aussi dans 5 ans, dans 10 ans. Pour la société russe. C'est vrai que la Russie a des problèmes démographiques. On veut réduire la quantité d'avortements qui aujourd'hui est énorme et par plusieurs mesures, notamment par le soutien à des femmes qui ont découvert qu'ils sont enceintes. Donc ils doivent toucher le soutien de l'État dès le moment qu'ils ont découvert ça. On va favoriser aussi les médecins qui vont
donner des bons conseils à garder l'enfant à une femme qui veut se faire un conserver l'enfant, voilà. Et donc, il y a plusieurs mesures aussi pour la protection des familles. Parce qu'en fait, c'est ce qui a dit aussi notre président, et c'est ce que nous, on pense, c'est que très important aujourd'hui, protéger la famille traditionnelle. En Occident, on protège beaucoup des pervers, des gens avec des problèmes parfois même psychologiques, changement de sexe et tout ça. Nous, on trouve qu'il faut protéger le contraire, qu'il faut protéger la famille avec les enfants, la famille soi-disant normale. Et donc, il faut aussi que c'est les familles qui choisissent à quel moment raconter telle ou telle chose à ses enfants. Et c'est pas la presse, c'est pas l'internet, c'est pas la vague de LGBT qui entre dans le cerveau d'enfants à 4 ans ou à 5 ans dans l'école primaire. Donc c'est ça. Vous avez aussi des lois pour les familles nombreuses, pour les soutenir? Oui, on va aussi adopter. Vous savez, la Russie c'est un pays fédératif, ce qui parfois on ignore en Occident. On a des régions avec la population musulmane, on a des régions au nord de la Russie où il y a très peu d'enfants, etc. Donc il est difficile de donner un statut uni pour tout le pays à des familles, comment on dit en français, à des familles où il y a beaucoup d'enfants. Une famille nombreuse. Voilà, famille nombreuse. Donc on n'a pas une solution exacte pour toute la territoire de la Russie, parce que dans des régions du sud, il y a 6, 7 enfants parfois, c'est en norme, et tandis qu'au nord, il y en a beaucoup moins que 2. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un travail difficile, mais on est en train de le faire pour changer la situation. Je voudrais parler, puisqu'en plus vous parlez de la population russe et de la géographie russe. La Russie s'est agrandie, ça fait déjà un peu plus d'1 an. Vous êtes allé dans les nouveaux territoires, je dirais pas les nouveaux territoires, puisque c'est toujours été la Russie, dirons-nous. Ouais, c'était territoire historique, mais aujourd'hui on les appelle les nouveaux régions russes. Oui, je suis allé, bien sûr, comme tous les députés. On y va régulièrement pour parler avec nos compatriotes qui sont sur le front, nos soldats, nos officiers, pour aider à la population qui habite là-bas, parce que les gens ont été vraiment lâchés par l'Ukraine pendant les derniers 20 ans, et donc après cette guerre, il faut les aider. La Russie a fait beaucoup pour renouveler l'infrastructure. On a construit énormément des autoroutes, tout ce qui concerne l'infrastructure dans les nouveaux régions. Mais j'en suis sûr et certain que on aura encore des nouveaux régions de la Russie, donc il faut se préparer de retaper cette partie de l'ex-Ukraine soviétique. Et ces régions-là vont voter pour l'élection présidentielle? Oui, bien sûr. Bien sûr, ça fait partie de la Russie pour nous, il y en a aucun doute. Et ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on s'en fout de la reconnaissance ou pas reconnaissance de l'Europe occidentale et des États-Unis. Il faut pas oublier que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe. Le petit morceau de l'Europe qui s'appelle l'Europe occidentale peut reconnaître ou pas reconnaître. C'est comme avec la présence de la République d'Estonie à l'intérieur de l'URSS. Ça n'a jamais été reconnu par les États-Unis et par l'Europe, mais ça faisait partie de l'URSS. Donc, on s'en fout de problèmes de reconnaissance, et les élections vont passer sur les nouvelles régions aussi. Vous êtes en contact avec les populations de ces régions-là? Comment est-ce qu'il... Alors, je parle pas du Donbass qui est, de toute manière, à mon avis, a toujours été russe, mais Zaporozhye, Kherson... Comment est-ce que ces populations, en fait, réagissent à le fait de faire de nouveau partie de la Russie? Vous savez, c'est pas facile. Il faut pas dire non plus que il attend les soldats russes avec les fleurs. Donc il y avait beaucoup d'espoir sur la Russie. Il y avait un désespoir quand les Russes ont quitté Kherson, et donc il y avait cette incertitude qui était dans la région. Mais généralement,
vu l'attention que le gouvernement de Moscou, le président Poutine, le Parlement donne à ces régions, on invite, par exemple, là maintenant pour les fêtes du Noël, on invite les enfants de Zaporozhye et Kherson à Moscou. Il y a plusieurs groupes des enfants qui vont passer le Noël à Moscou, et ce temps-là, les employés de la mairie de Moscou vont retaper chez eux les réseaux électriques et tous les réseaux communaux, le temps que les enfants sont à Moscou. Donc voilà, ça c'est un exemple que dans des familles moscovites, les pères partent là-bas pour travailler et pour refaire l'infrastructure, retaper l'infrastructure de nouveaux régions, tandis que les enfants de nouveaux régions arrivent ici pour faire la fête dans la capitale russe. Piotr Tolstoï, ma dernière question. La Novorossia, c'était pas que le Donbass, Zaporozhye et Kherson. C'était aussi Nikolaïev, Odessa, Kryvyi Rog, Kharkov. Dnipropetrovsk. Vous allez, Yekaterinoslav. Ouais. Vous allez vous arrêter là, ou là, je veux dire, dans la réunification, ou vous allez continuer d'autres régions en Ukraine? On va voir. On va voir. Il faut pas faire des pronostics très optimistes ou très pessimistes. Il faut suivre les décisions qui sont prises par le commandement de l'armée russe sur place. Si on aura la possibilité, on va revenir dans les régions où habite la majorité des Russes. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en Occident, on ignore le fait que l'Ukraine toujours faisait la partie de la Russie. Ils pensent que l'Ukraine, c'est un État indépendant Odessa, qui a été agressé, etc. Odessa, c'est une ville russe construite par la Grande Catherine et un Français, le duc de Richelieu. Oui, et le duc de Richelieu. Et d'ailleurs, l'Odessa, cela veut dire que l'eau de ça. Donc c'est même la provenance de tout ça, c'est déterminé par l'histoire russe. Merci Piotr Tolstoï. De rien, merci à vous. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Douma.